Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Et donc on a aujourd'hui une petite heure qui sera dédiée à la data. Et une heure, donc on va diviser en deux temps. Un premier temps sur lequel, comme convenu ou comme c'était indiqué dans le descriptif, on va revenir sur les challenges digitaux et notamment comment ces challenges sont démultipliés par l'apparition de différents devices et comment gérer le fameux Customer Journey avec l'ensemble de ces devices à travers la data. Donc ça va être le premier point, toute la réponse à ces fameux challenges via la data et ce que les technos aujourd'hui peuvent permettre de réaliser. Et dans un second temps, parce qu'on voulait vraiment avoir les deux vues, une double vue, une vue à la fois sur ce que permettent les solutions et une vue réelle terrain de la façon dont les données sont exploitées. Et donc on est ravis d'avoir le témoignage de deux spécialistes de la data du Bon Coin que vous aurez donc plaisir à écouter dans la deuxième moitié de l'intervention. Et donc juste en introduction, très rapidement, qui sommes-nous? Donc AT Internet, qui était plus connu sous le nom de Xiti. Et donc la raison pour laquelle je vous présente l'entité, c'est simplement parce que le positionnement pris par AT va changer complètement le paradigme d'exploitation de la data. Effectivement, AT Internet est une société indépendante qui fait de l'analytics depuis 20 ans. Donc c'est le métier central, il y a une expertise qui a été développée, mais il y a surtout et avant tout une position qui a été voulue dès le départ et une position qui est centrée sur l'indépendance, c'est-à-dire un acteur qui n'est pas jugé parti, mais qui va exploiter la donnée dont le client reste l'unique propriétaire. Et ce petit positionnement, on va revenir sur les enjeux techniques, les bénéfices retirés, mais simplement en amont, ce petit positionnement est particulièrement clé cette année, en cette année RGPD, puisque clairement, on est un acteur qui est effectivement RGPD compliant, on est l'un des très rares acteurs qui est CNIL compliant. Et ce que ça signifie que d'emblée, dès le démarrage de notre activité, on a eu à cœur de respecter toutes les conditions de la privacy. C'est-à-dire, effectivement, si on veut rentrer dans le détail, pas d'informations nominatives stockées, pas de regroupement, recoupement de data, etc. Et donc, tout le challenge qui s'impose à nous, c'est de pouvoir répondre de façon très avancée à des problématiques techniques, data complexes, tout en ayant un respect continu, aujourd'hui et demain, des enjeux autour de la privacy. Et ça, c'est extrêmement important et ça va aussi alimenter l'angle par lequel on va répondre à beaucoup des éléments liés au cross-device. Et donc le point que j'ai envie que vous reteniez autour de l'identité, en tout cas d'AT Internet, et autour de la façon de répondre à ce processing de data, à cette utilisation de la data, c'est le mot de confiance. On investit énormément autour du respect de la donnée, du traitement, de la réglementation, de façon à ce qu'il y ait un respect évidemment de nos clients directs, mais aussi des utilisateurs finaux. Et on se rend compte que c'est un positionnement qui est particulièrement payant, puisqu'aujourd'hui, AT Internet est donc classé parmi les leaders mondiaux de l'analytics. Et ce que ça veut dire, au-delà du cocorico, un Français dans le classement parmi les grands Américains, ce que ça signifie, c'est qu'il est possible d'avoir une solution qui est innovante, qui fait du traitement massif de données, mais qui est également complètement respectueuse de la réglementation et qui apporte cette dimension donc, de confiance pour ses clients. Donc j'en ai fini pour la petite parenthèse d'introduction sur qui sommes-nous et on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc le vif du sujet, c'est effectivement comment adresser ces fameux Customer Journey, comment adresser cette fameuse expérience sans couture à travers de multi-devices quand on a un phénomène qui est un phénomène d'explosion, de fragmentation de l'expérience client. Et donc quelques chiffres pour illustrer ça. Évidemment, alors je pense que tous dans la salle, on est tous très clairement au fait que l'année du mobile est clairement passée, qu'aujourd'hui il y a une expansion qui s'accélère de l'adoption des mobiles. Et ce qui est particulièrement notable, c'est surtout qu'on va avoir des éléments nouveaux. Des éléments nouveaux, c'est par exemple effectivement le suréquipement de certaines cibles. Et parmi cette cible, on va avoir des gens qu'on va retrouver uniquement sur mobile. Alors,
pour les marketeurs, pour les spécialistes de la data, ça veut dire également de nouveaux challenges. Ça veut dire des cibles qu'on ne retrouve que sur certains devices, qu'on ne pourra adresser, activer, développer que sur des devices particuliers. Et ça veut dire qu'effectivement, le cross-device est une réalité, mais n'est pas la règle absolue. Et cette compréhension de trouver qui et où, sur quel device, devient absolument centrale. Donc, premier enjeu, effectivement, savoir qui sont les utilisateurs de ces devices et absorber cette réalité qui est effectivement très mobile. Deuxième élément important, c'est celui de la modification des comportements. Alors le smartphone n'est pas juste un device additionnel, c'est vraiment un device particulier. C'est le device de tous les moments marketing, comme on dit. Ça veut dire que c'est le device que vous avez le plus souvent sur vous et surtout c'est le seul device que vous avez et que vous consultez tout au long de la journée. Donc c'est le device continu entre guillemets. Ce que ça change, eh bien, ça change tout. Ça change tout dans le rapport qu'on va avoir à ce device-là. Ça signifie effectivement que sur ce device-là, on va avoir un élément de contextualisation qui est très fort. Contrairement au desktop, l'usage de votre mobile va être conditionné par beaucoup de choses. Par des éléments technologiques d'abord, ou techniques, on va dire. Évidemment, par la batterie, par le réseau, etc. Par votre environnement, mais aussi par votre disponibilité. Est-ce que je suis dans l'urgence ou pas? Est-ce que je suis dans un lieu bruyant ou pas? Et c'est ce qui va séquencer, fragmenter potentiellement votre expérience. Et tout ça, ce sont des éléments involontaires qu'on n'a pas dans des expériences desktop classiques ou sur tablette qui sont plutôt des usages internes et fixes. Et donc cette partie-là va être très importante parce que clairement, ça joue totalement sur ce qu'on va faire sur notre mobile. Et donc, ce qui va faire que, effectivement, le mobile va être souvent dans un usage des extrêmes. C'est-à-dire que soit je suis dans une position où je vais être dans l'urgence, j'ai besoin d'un taxi, de trouver une adresse, d'un prix, etc. Je vais avoir besoin d'un service, et donc je vais être souvent dans l'immédiateté et dans un besoin d'urgence. Le deuxième point, c'est à l'inverse, je vais être dans une position plutôt, l'autre extrême, c'est le time killer. J'attends un train, j'attends un rendez-vous, j'attends ceci et cela, et donc je vais consulter pour passer le temps. Et c'est précisément parce que je suis souvent dans ces extrêmes que ce qui est le plus utilisé sur mon mobile, ça va être effectivement l'actualité, ça va être les loisirs, ça va être le serviciel, ça va être les sites d'annonces comme Le Bon Coin, ça va être ce type d'éléments qui vont être le plus consultés sur mobile. Et donc on se rend bien compte que l'usage mobile, ce n'est pas simplement une déclinaison du desktop, que c'est totalement conditionné par ce qu'on va en faire. Et donc effectivement, une des erreurs majeures à éviter, c'est de faire d'un site mobile simplement une déclinaison du site qu'on a sur notre desktop et de ne pas prendre en compte cette contextualisation qui est particulièrement importante. Et dernier point sur ce que ça change. Alors, il y a une réalité d'apparition des mots mobiles, des maladies. Donc, il y a vraiment des nouvelles maladies du smartphone qui sont identifiées. Ça, c'est une réalité, mais les mots, entre guillemets, dont je voulais vous parler, ils sont un petit peu différents. Ils sont simplement sur le fait que votre smartphone va concentrer énormément d'éléments de votre vie qui sont d'ordinaire très ensilotés. Dans votre smartphone, vous avez vos contacts professionnels, vous avez vos taux de vacances, vous avez des applications sur votre santé, donc vous avez énormément de dimensions de votre vie réelle qui sont concentrées dans un seul lieu. Et ça va également changer le rapport que chaque individu a à son smartphone. Ça veut dire qu'effectivement, dans un seul lieu, entre guillemets, physique, je vais concentrer des éléments de vie qui, d'ordinaire, sont très cloisonnés. Et donc, il y a une dimension très personnelle de rapport au smartphone. Et il y a aussi des nouvelles craintes qui se développent sur cet usage de smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand j'ai une application de jeu basique qui me demande d'accéder à la totalité des contenus, à mon carnet d'adresses, à mes photos, etc., ça crée des peurs. Et donc, il y a un rapport au device mobile qui est vraiment différent du rapport qu'on peut avoir avec un device desktop ou traditionnel. Et c'est en cela qu'il est important de le prendre dans la totalité de ces dimensions. Et pour rajouter un petit peu, alors là on a compris la complexité d'intégrer une stratégie mobile dans sa stratégie globale, pour rajouter un petit peu à la complexité, on constate évidemment que le mobile n'est pas le seul device utilisé. Alors évidemment, il y a de plus en plus d'éléments qui vont nous informer sur la réalité d'usage cross-device. Et dans cette réalité d'usage cross-device, un autre point qui va être très important, c'est qu'il y a une dichotomie entre l'usage qui est exponentiel, le temps passé sur mobile
qui ne cesse de croître et la réalité des revenus générés. Globalement, effectivement, et c'est le gap qu'on voit tout en haut, on va avoir un gap entre les usages et ce que ça génère. Et donc forcément, un delta qui est à prendre en compte en tant que marketeur. Donc cette réalité cross-device, elle va amener son lot de questions et son lot de challenges à appréhender. Et donc comment fait-on en tant que marketeur pour adresser ces différents sujets, pour adresser la complexité de ces parcours-là, pour adresser ces profils qui sont présents sur certains devices, sur d'autres et pas sur d'autres, pour adresser des besoins et des usages qui sont différents de ceux qui étaient designés au départ. Et bien évidemment, la réponse que j'ai à vous apporter là-dessus, c'est la data. C'est-à-dire que c'est la data qui va éclairer sur les positions à prendre, qui va éclairer sur la réalité de ces usages et qui va éclairer sur la réalité de ces fameux parcours. Et donc, comment la data vous permet d'apporter des réponses réellement efficientes, puisqu'on l'a dit, le mobinode s'agace d'une sollicitation inefficiente, et donc il faut lui apporter des réponses réelles et efficaces. Et donc on va aujourd'hui, à travers la donnée analytics, réellement pouvoir appréhender le Customer Journey dans sa totalité. Alors, entre guillemets, c'est une révolution, on l'a vu, le cross-device, c'est une révolution dans nos comportements, mais c'est également une révolution dans la partie analytique. C'est-à-dire que nous, en tant que fournisseurs de solutions, on a dû complètement repenser la façon dont on travaille avec la donnée. Initialement, on avait, il y a quelques années, un site web unique et il s'agissait d'optimiser ce site web unique. Aujourd'hui, on est sur des populations qui ont des parcours extrêmement fragmentés, qui sont multi-touch, multi-device, etc. Et donc, vous devez avoir une vue macroscopique sur la totalité de ce parcours-là, avoir une lecture relativement précise et exacte sur la totalité du parcours et être en capacité d'optimiser et d'adresser chaque besoin sur chaque device. Et donc, pour ce faire, on a un éclatement de cette vue site-centrique, comme on disait, donc centrée sur le site Internet, et on va se focaliser effectivement sur le visiteur. Alors le premier point, le premier challenge, c'est d'abord de savoir qui est où et quand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle population je trouve, à quel moment, sur quel device. Donc en clair, quelle est la réalité cross-device, quelle est la réalité mono-device, et derrière cette réalité, quels sont les usages? Quels sont les usages combinés? Quels sont les usages exclusifs? Est-ce que j'active tel service uniquement sur tel mobile, sur tel device? Est-ce que j'active systématiquement de façon séquencée? Et donc c'est en répondant à ces questions et en apportant des éléments très chiffrés, très factuels sur la réalité cross-device et mono-device qu'on est capable d'adresser réellement cette expérience efficiente que l'on souhaite proposer. Et donc, c'est précisément ce qu'on va proposer dans nos solutions, c'est-à-dire une vue sur le mapping de ce que sont vos parcours cross-device et surtout de ce qu'est la vitesse d'évolution de ces parcours-là. Donc ça, c'est un premier point. On va évidemment aussi répondre de façon factuelle à la question, est-ce que le mobile contribue à la conversion sur desktop? Quelles sont les séquences que je rencontre le plus fréquemment? Est-ce qu'il s'agit uniquement de séquences de consultation ou est-ce qu'il y a des conversions, des transactions qui sont associées à ces séquences et où est-ce que je génère le plus de revenus? Donc toutes ces questions très macroscopiques vont trouver aujourd'hui une réponse dans cette approche analytique qui est centrée visiteur. Et dernier point, après avoir pris de la hauteur et avoir une meilleure lecture de cette réalité cross-device dans mon activité, eh bien, je vais pouvoir m'attaquer à chacun de ces sites, à chacun de ces dispositifs de mon écosystème et commencer à travailler et les optimiser. Et donc, c'est précisément le rôle de différents modules que vous avez. Par exemple, ici, le module navigation qui permet de vraiment comprendre ce que sont les parcours, où sont les flux de population qui sont sur mes différents contenus. Par exemple, ce que je vois en rouge, ce sont toutes les zones de déperdition. Le rouge, c'est les taux de sortie. Donc, à quel moment dans mon site, je vais avoir des déperditions de trafic, des points de sortie importants et des points d'inefficience donc, qui sont particulièrement marqués. Et donc, on se rend bien compte qu'effectivement, les challenges qu'on doit adresser sont complexes, mais l'intérêt qu'on va avoir, c'est effectivement d'exploiter la data pour avoir un angle data qui est approprié, adapté à ce contexte qui est multi-device et surtout qui est très mouvant. La réponse qu'on apporte aujourd'hui ne sera pas celle de demain. En revanche, on a les éléments de mesure à chaque instant qui nous permettent de nous adapter.
Et donc ça, c'est sur une vision d'état des lieux, sur ces parcours visiteurs. Un deuxième point qui est très important dans les changements technologiques dont on peut profiter aujourd'hui, vous entendez tous parler de façon très très galvaudée du big data, du machine learning, etc. Et donc j'avais à cœur de vous présenter une solution qui permet justement de répondre à une problématique très très fréquente qui est celle du retrait de la valeur des datas que vous avez à disposition. Donc on parle beaucoup de données disponibles. Tout le monde dans les entreprises a un volume de données assez important et l'un des challenges que l'on rencontre souvent, c'est celui de l'exploitation de la valeur des données disponibles. Alors souvent, ce n'est pas par manque de connaissances, mais souvent beaucoup plus par manque de ressources, de temps, qu'on n'arrive pas à tirer le capital de la donnée disponible. Et en l'occurrence, on a essayé d'adresser cette problématique-là en inversant complètement la problématique d'exploitation de la donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ordinaire, vous avez dans votre solution, et l'analytics permet ça, donc permet d'avoir 100% de ces visiteurs traquer des parcours à tout moment, mais ce qui va manquer, c'est la capacité d'exploiter. C'est-à-dire que généralement, on doit poser des hypothèses, se demander, tiens, tel segment ou tel pays ou telle région ou tel produit est plus porteur et vérifier ces hypothèses-là. Ce qu'on va faire ici, c'est inverser ce processus-là et c'est effectivement les capacités technologiques qui vont permettre d'automatiquement traiter la data. Et le résultat qui en est généré, c'est une identification à la volée et automatisée de ce qu'on appelle des clusters à valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dans votre population, on va aller chercher à identifier quels sont les acheteurs qui sont les plus risqués, entre guillemets, ceux qui ont le plus fort taux de risque de churn, ceux qui vont probablement ne pas racheter sur votre site. Et à l'inverse, on va être capable d'identifier les acheteurs à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire vos acheteurs les plus fidèles avec les montants les plus élevés. Et donc l'intérêt ici d'utiliser la technologie, c'est de pouvoir automatiquement diagnostiquer, entre guillemets, votre population et identifier les populations à risque versus les populations à valeur. Ce qui vous permet justement d'adresser de façon différenciée ces populations. Là, on était dans la masse et on faisait des campagnes massives. Ici, on va être capable d'adresser avec un programme de fidélité particulier le segment des stars qui est à plus forte valeur, avec un programme d'advocacy, etc. Et à l'inverse, avoir un programme avec des éléments promotionnels particulièrement attractifs pour éviter le churn, par exemple. Et donc, effectivement, à partir de là, eh bien, on a passé un step qui est celui de permettre de façon complètement automatisée d'activer la data et de générer de la valeur à partir de la donnée disponible. Et donc, c'était le petit tour d'horizon que je voulais vous faire. Et puis la dernière step, au-delà du constat de ce que sont les populations, ce que permet aussi la technologie, c'est d'intégrer du prédictif, ou plus exactement du prévisionnel. Ça veut dire qu'on va dire pour chacune de ces populations, eh bien, potentiellement, quel est leur devenir. Donc effectivement, la population des acheteurs stars, si je ne fais rien, voilà à telle échelle de temps, quelle est la probabilité que je perde tel et tel client. Pareil, dans la population de celles qui sont à plus fort risque, eh bien, quelle est la probabilité et quel est le volume que potentiellement je vais perdre à court terme. Et donc effectivement, aujourd'hui, on est dans un système où la technologie permet à la fois de générer des segments de façon complètement automatisée, mais également de se projeter dans des scénarios de churn ou de développement business. Et donc effectivement, je reboucle avec ce qui était notre postulat, qui était face à cette complexité des problématiques, il y a effectivement un apport réel de la data et notre enjeu au quotidien, c'était effectivement de faire en sorte que celle-ci soit le plus accessible et son exploitation la plus intuitive possible. Donc ça, c'était pour ce que permet la data. Et effectivement, on travaille au quotidien en termes de développement à faire en sorte que exploiter réellement la data, exploiter et tirer de la valeur et du bénéfice de la data au quotidien ne soit pas un vœu pieux, mais soit une réalité. Et on espère effectivement progressivement réussir à vous permettre d'y arriver.
Et donc voilà, c'était un petit tour d'horizon de quelques-uns des enjeux marketing de l'année et surtout ce qu'aujourd'hui la technologie et les solutions analytics peuvent vous apporter sur cette partie-là. Et on souhaitait également teinter, donc ça c'est la partie technique, on va dire, de la réponse à la question, mais on souhaitait aussi teinter ça de réalité avec un témoignage terrain, puisqu'il y a toujours les possibilités techniques, mais il y a la réalité des organisations et du terrain. Et donc, on est ravis d'avoir le témoignage de Le Bon Coin sur l'exploitation de la data au quotidien. Bonjour à tous. On va juste commencer par se présenter rapidement. Je suis Stéphanie Lepluche, je suis Chief Data Officer au Bon Coin. Ça fait 6 ans que je suis arrivée au Bon Coin. Bonjour à tous, et moi je m'appelle Julien Zani et je suis responsable de la partie Digital Analytics au Bon Coin depuis mai 2016. Voilà, c'est super de se voir en gros écran. Et voilà. Et hop. Si tu veux revenir. En fait, on va prendre la parole quelques minutes pour nous expliquer quelle est notre approche dans l'équipe data au Bon Coin. Un peu d'où on vient, où est-ce qu'on en est, c'est quoi les futurs challenges. On ne va pas parler forcément énormément de use case, donc peut-être on préfère le dire direct. On va plus parler vraiment l'approche et qu'est-ce que ça veut dire chez nous être data-driven et avoir une culture data. Rapidement, juste quelques chiffres sur le Bon Coin. C'est pour se rendre compte, on va l'expliquer par la suite, du challenge qu'on a, c'est de la volumétrie. On est plus de 28 millions de visiteurs uniques chaque mois à venir consulter le Bon Coin. On est le 6e site en France en termes d'audience. Et c'est même le premier site français, parce que devant, sinon, on a Google, Facebook et compagnie. On a un taux de satisfaction, alors qui est un peu en dessous de celui d'AT. Nous, on a 85% de satisfaction auprès de nos utilisateurs. Pour nous, c'est une grande fierté, parce qu'ils viennent pour ça, et c'est un des moteurs de l'équipe data. On a 70% d'audience sur mobile, et on fait plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on a 2 millions de messages qui passent par notre messagerie. Je ne sais pas si certains l'ont déjà commencé à l'utiliser. Ça a été lancé récemment. Donc ça étant dit, vous êtes dit, forcément, oh là là, on a une multitude de données au Bon Coin, c'est génial. Et je pense que pas mal d'entre vous ont dû le voir il y a quelques années. On disait la data, c'est de l'or. On voyait ça partout, dans toutes les magazines, dans tous les sites internet. Limite, on se disait, mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de louper quelque chose? C'était vraiment ça qui était perçu. C'est de l'or, c'est une richesse, vous êtes assis sur un tas d'or, donc faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et nous, en fait, dans l'équipe data, à l'époque, on n'était pas vraiment nombreux. On a regardé et ce qu'on a vu, c'était plutôt ça. En fait, nous, on a vu une multitude de déchets. Alors, ça peut choquer. On a poussé ça auprès de nos directions. Pourquoi on dit des déchets? En fait, c'est la donnée, elle est là, ok, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est de qualité. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va vous permettre de faire la meilleure analyse, etc. Quand je dis qualité de la donnée, je parle en fait ici au sens large. On a différentes sources de données. Il y a la donnée front qui va être ici data Internet, mais au Bon Coin, on a d'autres challenges aussi. On a des sources de données différentes. On va avoir des logs, on va avoir du back, on va avoir plein d'autres sources différentes. Et cette multitude, ça veut dire à un moment, il faut arriver à la manipuler, il faut arriver à faire avec. Et quand on consulte, il faut être sûr que le chiffre derrière, ce soit le bon. Et donc, on a différents acteurs. On peut complètement s'appuyer sur AT, sur la partie Web Analytics, mais on avait d'autres challenges. Et du coup, on s'est dit, pour nous, c'est plutôt ça. Ça veut dire aussi quand un utilisateur, par exemple, on lui laisse remplir un champ en texte libre, il peut écrire ce qu'il veut. Et du coup, nous, comment on fait pour s'assurer que derrière, c'est une donnée qui soit bien exploitable? Donc, parti de ce constat-là, on a appuyé en disant... OK, si vous voulez des chiffres, vous pourrez toujours en trouver. Aux équipes marketing, en produits, on disait, voilà, on peut toujours trouver des chiffres. Mais ce qui va être important pour nous, c'est comment on va l'exploiter et comment on va apporter de la valeur à nos utilisateurs. Et donc pour ça, il y a quelques années, on s'est posé en interne. C'est une équipe qui s'est construite pluridisciplinaire. Il y avait à l'époque, j'étais rattachée au marketing, donc j'étais data marketing. Il y avait du data engineer côté IT. Il y avait du légal, donc juridique. Il y avait de la MOA. Il y avait différents types de profils. On s'est posé et on s'est dit
qu'est-ce qu'on veut être à la data, au Bon Coin, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, de quoi on a besoin finalement, et qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut offrir à nos utilisateurs, internes et externes en fait. Quand je dis externe, c'est l'utilisateur vraiment qui va utiliser l'appli, le site Le Bon Coin. Donc on s'est posé, ça a duré quelques mois, et je ne vous raconte pas tout l'historique, mais du coup dans les key takeaways en fait derrière, et les key learning, premièrement, on a eu le super appui de notre direction, du top management, qui nous a laissé faire, qui nous a donné le mandat en fait. Ça veut dire du temps pour réfléchir. C'est pas, voilà, je ne sais pas comment vous êtes chez vous, mais voilà, nous c'est toujours la course, donc d'avoir du temps pour réfléchir, c'est hyper important. Ensuite, ils ont pris toutes nos recommandations, elles ont été validées, et l'une d'entre elles, qui a été mise en pratique tout de suite, ça a été de construire une équipe data. On reviendra derrière dessus, mais c'était comme ce n'était pas le cas avant. Et ensuite, on a pu lancer un chantier technique. Là, on a fait un vrai chantier de R&D. Ça a duré 1 an, donc c'est comme dire que c'est une année blanche pour de la production, du delivery, parce qu'on passe 1 an en tant qu'en R&D. À l'époque, on était... alors là, je parle des données côté bac. Je fais une parenthèse par rapport à AT, parce que c'est un autre challenge maintenant qu'on a eu aujourd'hui. Mais à cette époque, pour les données bac, donc bac, ça veut dire par exemple, pour vous donner une commande. Voilà, parce qu'on a aussi des services auprès de nos professionnels où vous, en tant que particulier, vous pouvez acheter une option. Donc, par exemple, c'est un article et ça fait faire partie d'une commande. Donc, par exemple, c'est ça que je vais appeler une donnée back. Excusez-moi, je n'avais pas précisé avant. Par rapport à données front, où ça va être de la donnée navigation. C'est les clics. OK ? Sur ces données back, en fait, le challenge, à cette époque, c'était la volumétrie, comme je vous l'ai dit. On remplissait à fond les serveurs, donc il fallait qu'on trouve une nouvelle façon de stocker, et on a migré dans le cloud. Voilà, c'est chose qui a été faite, et avec de nouvelles technologies, et puis on parlera après de ce qu'on fait aussi avec côté AT, je laisserai Julien en parler par la suite. Et on a redéfini la mission de l'équipe. Je vous laisse lire la phrase texto, mais ce qu'il faut retenir, en fait, l'équipe data, on est là en fait pour aider les équipes transversales au Bon Coin. En fait, ça va être les équipes produits, les équipes sales, les équipes finance, les équipes RH, les équipes juridiques. C'est vraiment tout le monde pour améliorer le produit, le service qu'on fournit aux utilisateurs, parce que c'est ça qui nous fait vivre au sein du Bon Coin, faciliter les échanges au quotidien. C'est ça que l'équipe data doit supporter. Et enfin, support, c'est au sens anglais, j'ai fait un anglicisme. Bien sûr aussi apporter de la valeur ajoutée en passant par des produits data-driven. C'est ça la mission qu'on se fixe aujourd'hui au Bon Coin. Et du coup, ça passe à travers 4 piliers en fait, qu'on a définis justement dans ce projet. Je vais vous en parler juste de certains pour nous, là, c'est vraiment d'actualité. C'est la transparence et la confiance. Transparence vis-à-vis de nos utilisateurs et dans l'exploitation de la donnée, parce que justement, ils nous donnent leur confiance et nous, on doit leur rendre cette confiance-là. Donc GDPR, on n'en parlait pas à cette époque-là, mais c'était déjà, nous, dans nos mantras. Voilà, c'est par rapport à ça. Et la transparence, c'était aussi en interne. En fait, se dire, expliquer comment la donnée est utilisée, la partager, la diffuser, et diffuser tous les insights, en fait. Parce que pour nous, la data, c'est pas juste chez nous. Le but, c'est qu'elle soit partagée dans la société, dans la boîte. Le deuxième aussi point qu'on a mis en avant, on a construit, ça peut sembler bête, mais il fallait expliquer ça, c'était important, une échelle en fait de maturité. C'est-à-dire, ok, à l'époque on disait l'or, on disait le data scientist, il faut avoir que ça. On avait l'impression qu'il fallait qu'on recrute que du data scientist. Super, on en voulait, mais on est convaincu qu'il n'y a pas besoin que de ça, parce que sinon il y a des vrais manques. Et côté d'y aller étape par étape, c'était se dire on veut tous faire des produits data-driven, mais avant, il y a des basiques à faire. Et là, c'est l'image du site. Je ne sais pas si vous l'utilisez parmi la salle, mais c'est un site qui est simple et pragmatique. Et nous, dans l'équipe, on est le reflet un peu du site. On se dit on préfère y aller étape par étape, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on a dit, on réalise et ensuite on passe à l'étape suivante. Et du coup, ça passe à l'époque, c'était du chaos quand on a démarré, c'était l'équipe data, parce que c'était tout dans l'urgence. Vite, il y a ça qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, il y a un bug en production, comment on le résout, ça concerne combien d'utilisateurs, vite, etc. Donc le chaos. Et puis au fur et à mesure, on y a été étape par étape. Après, on a plus fait de la réaction. Donc là, on arrive à faire du monitoring. Ensuite, on arrive à stabiliser, à donner des insights et optimiser. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? En fait, on commence l'étape proactive.
Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on fait rien du tout en prédictif, mais on laisse. C'est plus que, voilà, on se dit, il faut absolument faire ça. Et quelques exemples qu'on peut donner, par exemple en termes de proactif, là c'est c'est un projet data science, c'est lutter contre les robots, parce que nous on se fait crawler et du coup on est sur un projet de bot detection où on utilise tout ce qui est machine learning, deep learning par rapport au comportement de l'utilisation sur le site pour identifier les mauvais robots et pouvoir les éjecter avant qu'ils fassent du mal et avant qu'en plus ils biaisent nos stats. Voilà aussi un des problèmes de qualité de données des fois auxquels nous on est confrontés. Hop. Et donc une équipe data pluridisciplinaire et transverse pour réaliser tout ça. On a 3 pôles. Data engineering qui s'occupe grosso modo de la pipeline, donc c'est-à-dire aller chercher les données, extraire, transformer, les charger, les stocker. Aujourd'hui, nous c'est dans nos data lakes. Donc c'est un énorme, on appelle ça le lac de données ou le grenier. Imaginez un énorme grenier, on stocke tout, c'est des cartons, et de temps en temps, ça vous intéresse de retourner dans le grenier pour aller voir un peu ce qu'il y a et farfouiller. La data gouvernance, dont le rôle en fait c'est d'assurer la qualité de la donnée tout dans le respect de nos utilisateurs. Donc entre autres aujourd'hui, forcément là tout le monde est full sur GDPR. Et data insight, donc dont Julien fait partie, qui s'occupe de l'analyse et l'exploitation de la donnée. Et donc là on va retrouver tout ce qui est analyse côté web analytics avec les outils datés. On va retrouver bien sûr tout ce qui va être data science. Ok, du coup, tout ça, l'idée, c'est qu'il faut un petit peu orchestrer le tout. Comme l'a dit Stéphanie, en fait, on essaye d'y aller étape par étape. La data, on ne la considère pas uniquement comme étant pour nous, équipe data. L'objectif, c'est qu'on puisse la partager avec toutes les autres équipes de l'entreprise. On essaye d'y aller avec quelques éléments philosophiques, on va dire, en tête. Enfin, en tout cas, des gros marqueurs qu'on essaye vraiment d'appliquer. Donc là, ce n'est pas des marqueurs qui sont exhaustifs. C'est plutôt des marqueurs qu'on va retrouver notamment quand on bosse beaucoup avec les équipes produits. Mais la philosophie, c'est d'être beaucoup dans l'accompagnement. C'est un mot qui est très important pour nous. Il y a beaucoup d'efforts qui doivent être mis en place avant d'arriver à une donnée de qualité. Nous, équipe data, on ne peut pas y arriver seul. Ça passe par de l'accompagnement, par du travail en commun avec toutes les autres équipes de l'entreprise. En particulier, voilà, là, pour cet exemple-là, en termes d'accompagnement, les équipes produits, où il faut qu'on arrive à intervenir à plusieurs stades, aussi bien en amont que pendant qu'après, voilà, pour essayer d'apprendre des choses, de transmettre en même temps des méthodologies, de transmettre une manière de regarder la donnée, d'avancer, etc., de travailler ensemble aussi. L'objectif étant bien évidemment d'apprendre tout ce qu'on peut. Voilà, donc pas uniquement, enfin bien évidemment de la donnée, on essaye d'apprendre beaucoup de choses de la donnée, mais d'apprendre aussi dans notre manière de travailler avec les autres équipes. Pour ce faire, il y a un point qui est très important, c'est que cette donnée-là, en termes de mentalité, on essaye de faire en sorte qu'elle soit considérée comme faisant partie du produit. C'est un petit peu ce qu'on appelle la data by design. Dès lors qu'on démarre un projet, on essaye de challenger les équipes sur le fondement de ce projet-là, à quel problème business il répond, à quels besoins, à quelles questions, à quelles hypothèses on essaye de répondre. C'est très important pour nous parce que tout ça, ça nous permet en fait de définir la suite et surtout de définir ce qu'on doit utiliser, ce qu'on va utiliser en termes de données. Et c'est des éléments qui sont fondamentaux, qui doivent être pris très en amont dans les projets. Voilà, et donc c'est ce qu'on essaye au maximum de faire. Si c'est pas bien fait, ça se passe un petit peu en cascade. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment d'accompagner les équipes avec les outils qu'on a à disposition pour mener les projets à bien. Donc pour parler d'un projet de manière assez concrète, là on vous montre un screenshot d'un dashboard qu'on met à disposition de certains de nos clients professionnels qui a pour objectif de leur donner un petit peu d'insight, de vision sur le comportement de leurs différentes annonces. En fait, on a des professionnels qui ont beaucoup d'annonces sur le site du Boncoin. La gestion de toutes ces annonces-là, elle n'est pas forcément évidente et toutes les annonces n'ont pas besoin de la même chose. Donc c'est un dashboard qui s'appuie, alors j'allais dire qu'il s'appuie sur de la donnée de A à Z. Pour concevoir ce projet-là, on s'est appuyé sur des données de navigation, donc pas rater Internet, etc., pour analyser potentiellement les besoins qu'on pouvait avoir. On s'appuie sur des données back
pour faire remonter des informations en temps réel sur ce dashboard pour chacun des professionnels, lui dire ben voilà, en fait, vous avez tant d'annonces dans cette catégorie, etc. Et en aval, on s'appuie aussi encore sur les données data Internet pour l'interprétation, l'optimisation des parcours, l'optimisation de la page, etc. Voilà, donc ça, c'est un exemple très concret d'un projet pour lequel la donnée intervient absolument à tous les étages. Pour qu'un projet comme ça fonctionne, il y a une notion qui est primordiale, et Stéphanie elle en a déjà parlé juste avant, et toi aussi Samia, c'est la qualité de la donnée. Sans qualité de données, on ne peut absolument rien faire. Donc c'était très important pour nous, au préalable, de se dire qu'est-ce qu'était une donnée de qualité. Donc là, vous avez quelques éléments là, sur la gauche qui reprennent qu'est-ce que nous, on considère comme étant une donnée de qualité. Et c'est absolument fondamental parce que s'il n'y a pas de qualité dans la donnée, il n'y a pas forcément de confiance. Si on n'instaure pas la confiance, on n'incite pas les gens à se servir des outils et en tout cas à utiliser la donnée comme une corde à leur arc supplémentaire pour analyser, pour prendre des décisions sur les projets qu'ils mènent. Voilà, donc ça c'est vraiment fondamental pour nous. Une fois qu'on est sûr de la qualité de la donnée, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est les outils qu'on va mettre à disposition de nos équipes, nous, équipe data, mais aussi pour toutes les autres équipes, de manière à avoir un accès simple et facile à cette donnée-là. Alors, chez Le Bon Coin, on a des enjeux, on va dire qu'il y a 80% de nos besoins liés aux outils pour analyser la donnée, etc., qu'on a de manière assez simple. Les 20% restants, ils ont une difficulté qui est un petit peu plus importante et qui est principalement liée à notre volume. Donc sur ces 80%-là, on va s'appuyer sur pas mal d'outils, dont des outils AT Internet. Sur ces 20% restants, avec ces difficultés de volumétrie, on va notamment passer ces derniers mois par Dataflow, qui est une nouvelle API de données développée par AT Internet et qui nous permet de faire du traitement de données avec une volumétrie très très importante. Donc là, on est pour de vrai sur du big data, même si on ne court pas après ce mot-là. Voilà, et donc c'est potentiellement aussi un des aspects où il y a beaucoup de valeur à aller chercher. Voilà. Alors, donc ça c'était un petit peu sur la donnée, etc. Là, ce qu'on voulait un petit peu partager avec vous, c'était un petit peu plus en détail au quotidien et un petit peu derrière le rideau, quel type de challenge on a affronté en ce moment. Un des principaux, c'est qu'on a la chance d'être dans une entreprise qui vit bien, qui grandit beaucoup, et qui dit grandir beaucoup, dit d'avoir beaucoup de besoins, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, beaucoup de projets qui se mettent en place, etc. Et tout l'enjeu pour nous de l'équipe data, c'est de continuer à arriver à épauler correctement toutes ces équipes, à arriver à leur apporter de la valeur, à leur apporter de l'accompagnement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et comme le disait Stéphanie tout à l'heure, en fait, on essaye d'être assez pragmatique sur la manière dont on le fait. On ne peut pas, en termes de volume, en termes de nombre de personnes dans l'équipe, etc., forcément croître au rythme de la boîte. Mais en tout cas, on essaye d'être assez pragmatique sur la manière dont on accompagne les gens, ce qu'on leur propose. Ça passe par tout un tas de choses. Ça passe par des process qu'on essaye de rendre non pas trop contraignants, mais qui en tout cas permettent de savoir qui fait quoi, à quel moment les discussions autour de la donnée doivent intervenir, et tout ce genre de choses. Un élément qui est très important aussi pour nous, c'est de garder de la vélocité et de garder de la proactivité. Voilà. Ça, c'est vraiment un élément majeur qu'on essaye vraiment de maintenir. Encore une fois, Stéphanie le disait, mais je pense que c'est un petit peu pour tout le monde pareil. On a tous notre quotidien, on a tous beaucoup de demandes. L'enjeu pour nous, c'est de continuer à montrer comment on arrive concrètement à apporter de la valeur grâce à la donnée. Si on n'arrive pas à faire ça, quelque part, on échoue un petit peu aussi dans notre mission parce que on ne donne pas un élément supplémentaire aux équipes pour leur permettre de prendre des décisions concrètes au quotidien dans les projets qu'ils essayent de mener, qui génèrent beaucoup d'efforts, à la fois de leur côté, à la fois du nôtre. On l'a vu, remonter de la donnée de qualité, c'est beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de monde pour le faire. Et donc c'est très important qu'in fine, on arrive à avoir cette proactivité, on arrive à accompagner les équipes et on arrive à donner de la valeur avec la data. Voilà, sinon, ça donnerait moins de sens à tout ce qu'on fait. Et pour finir, un point qu'on n'a pas noté là sur les slides, mais qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, c'est que toute cette énergie-là qu'on met autour de la donnée, autour de son utilisation, autour de l'organisation, la manière dont on s'adapte aux différents challenges qu'on a,
c'est qu'on le fait pour nos utilisateurs. Voilà, c'est vraiment un truc qui est extrêmement important, c'est que le principal pour nous, c'est que les utilisateurs soient satisfaits du service qu'ils rendent. Et c'est vraiment un point majeur. Voilà. Merci beaucoup aux équipes d'AT pour l'invitation. Et puis voilà, on est à dispo si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc n'hésitez pas, profitez-en. D'autant que je crois que vous n'avez pas de stand, donc c'est vraiment le moment pour poser des questions. Bonjour, Caroline Brechon de chez M6 Boutique. Je voulais savoir comment vous utilisiez AT Internet du coup, vous, dans votre quotidien. Est-ce que vous l'utilisez pour faire de la segmentation? Voilà. Et quels avantages vous en avez tirés? Alors, on utilise AT Internet pour beaucoup de choses. On l'utilise pour du monitoring, pour faire de l'analyse de données un petit peu plus poussée sur des projets quelconques. On utilise aussi, là, ce que je mentionnais tout à l'heure, l'API Dataflow qui nous permet d'aller un petit peu plus loin, notamment sur la partie créer des produits autour de la donnée. Voilà, donc, comme le disait Stéphanie, il n'y a vraiment pas que cette source de données chez nous. On a aussi beaucoup d'autres types de données. Mais clairement, c'est une donnée sur laquelle on s'appuie à beaucoup de stades, aussi bien pour du monitoring, du reporting, que des choses beaucoup plus poussées en termes d'analyse. Voilà. Et effectivement, donc sur la partie segmentation, on s'appuie là notamment dernièrement sur la partie Dataflow pour faire de la segmentation un petit peu plus poussée. On a de la volumétrie qui nous contraignait un petit peu sur les outils un petit peu plus classiques que proposait AT. Là, on a les vannes un petit peu plus ouvertes en termes de possibilités avec la partie Dataflow, quoi. Voilà. Donc on se lance sur de la partie segmentation. Bonjour, moi du coup c'était une question plus sur la première partie. Quand vous parliez du coup, de la place du mobile, si je me souviens bien, du coup que 22% des femmes de 18 à 24 ans, c'est ça, sont mobile only. Et c'était du coup, je sais pas, c'est Son- en jour, en mois ou en équipement ou... Pardon? C'était des données du coup basées sur l'analyse jour ou plutôt mensuelle ou... Sur la période sur laquelle ça a été analysé. Ouais, voilà. Donc j'ai mis les sources de l'étude, et l'étude porte sur plusieurs trimestres consécutifs d'observation. Et quand on est mobile only, c'est vraiment sur la totalité de la période d'étude. C'est-à-dire, en gros, c'est leur seul device d'usage, et les périodes de temps utilisées, c'était le trimestre. Donc, Ok, d'accord. mais Merci vous beaucoup. avez les références de l'étude. Ça marche. Je vous en prie. Bonjour, Ilan Oui, de Blablacar. bonjour. J'avais une question au sujet de Le Bon Coin sur la quête. Oui, ma question c'était au sujet de la qualité de la data. Est-ce que votre travail portait sur le fait de collecter de la data de qualité dans le futur ou également dans les data qui étaient déjà collectées par le passé, améliorer ce qui a déjà été fait pour pour être capable de l'analyser et d'avoir des insights dessus? Alors, sur la qualité de la donnée, ça porte sur avant, aujourd'hui et demain. En fait, si la donnée n'est pas de qualité, elle sera de toute façon pas exploitable. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis autant en avant, c'est que quand on en a beaucoup, et bon, même quand on en a moins, mais je pense qu'il plus est quand on en a beaucoup et quand on a beaucoup de sources de sources de données différentes, vraiment l'enjeu de la qualité il est crucial parce que je parlais notamment tout à l'heure de confiance. Si on n'arrive pas à instaurer cette confiance autour de la donnée, notamment au niveau des équipes, chez nous au niveau de toutes les équipes, les gens vont avoir beaucoup plus de réticence à s'appuyer dessus, à l'utiliser et à s'en servir pour analyser la performance des projets ou pour aller plus loin, etc. Donc en fait c'était crucial hier, ça l'est aujourd'hui, ça le sera demain, c'est un élément qui restera crucial. C'est vraiment un challenge de tous les jours. Ça fait partie pour nous de la culture data. La donnée doit être de qualité. On doit justement avoir cette confiance pour rebondir, appuyer ce que dit Julien. Et c'est vraiment un challenge de tous les jours. Et des fois, on a différentes approches. On grandit aussi avec ça pour trouver comment on va résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Et je rappuie sur le point, c'est qu'importe la volumétrie, même si c'est tout petit, si derrière vous n'avez pas confiance, vous aurez beau avoir les meilleurs analystes,
ça ne changera pas le résultat. Et pour ça, on a une expression en interne dans l'équipe, on dit shit in, shit out. Voilà. Donc merde à l'entrée, c'est pour l'accent anglais, mais merde à l'entrée, merde à la sortie. C'est pour exprimer que, voilà, même vous mettez tout ce que vous voulez en PhD et compagnie, ça ne résoudra pas le problème de fond. Il nous reste un peu de temps, n'hésitez pas. Plus personne n'a de questions, et ben on vous remercie. Je pense qu'on peut Merci à applaudir tous. bien Merci à fort. tous.